Bienvenue et bonne année 2025. Ça y est, il est temps de commencer une nouvelle année de lecture notamment. Et pour clôturer définitivement 2024, je t'ai évidemment préparé mon top 10 2024, mais aussi mon flop 5 2024, les 5 pires lectures de mon année. Parce que je trouve que c'est aussi important de parler de ce que l'on n'a pas forcément apprécié. Mais bon, comme tu vois, il y a plus de livres que j'ai aimés que de livres que je n'ai pas aimés. On va commencer tout de suite par le flop 5, je garde évidemment les meilleures lectures pour la fin. On va commencer en 5e position du coup, la saga Destinée suédoise de Katharina Widom. J'en ai parlé dans d'autres vidéos précédentes lors de bilan, vraiment les sagas familiales c'est pas trop mon truc. Et effectivement, même si le premier tome était plutôt sympa, vraiment le deuxième et le troisième ça n'a pas du tout fait pour moi. J'ai pas du tout aimé l'évolution du personnage principal et je trouvais ça un peu répétitif, enfin bon bref... C'était sympa au début, mais très vite je me suis lassée et bon, bah, malheureusement il rentre dans ce top 5. Ensuite, en 4e position, une autre saga familiale avec Café Engel d'Anne Jacobs. Alors cette fois-ci, on est en Allemagne et non plus en Suède, mais on est sur le même principe. J'ai lu les 3 tomes en tant qu'ambassadrice au gré du monde et encore une fois, vraiment la saga familiale, ce n'est pas pour moi, et là c'était encore pire que la précédente à mes yeux, puisque vraiment les personnages, je n'ai pas compris. Toute l'intrigue à chaque fois se base finalement sur l'incompréhension et le manque flagrant de communication entre tous les personnages. Alors ok, ça se passe dans les années 50, etc. Mais bon, je trouve que c'est pas trop une raison pour baser toute son intrigue et tous ses rebondissements sur ce principe. On continue avec en 3e position un roman fantasy, Spark of the Everflame, et comme pour les précédent, finalement, d'une certaine manière, c'est vraiment le personnage principal qui m'a... je l'ai trouvé insupportable, j'ai vraiment détesté ce personnage. Je l'ai trouvé débile, je l'ai trouvé incohérente, elle fait du déni d'un truc qu'on a tous compris jusqu'à la fin du roman, ce qui est très long et très chiant. Du coup, le love interest, on ne sait pas pourquoi il est intéressé par elle, enfin moi personnellement je comprends pas pourquoi il est intéressé par elle, alors qu'il est gentil, tout ça, enfin bon, bref... Pourquoi? Et même l'univers en soi, moi j'ai trouvé un peu bateau, avec les gentils humains pauvres, gna 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 gna, face aux méchants et riches fées qui, comme sont puissants, sont forcément méchants. Bon, je sais pas, je trouve ça un peu manichéen, pas très original, pas très intéressant. En 2e position, Les liens artificiels de Nathan Devers. Je l'avais presque oublié parce que je l'ai lu en début d'année 2024, mais ça a été un véritable enfer de lire ce bouquin qui... Dans les faits, aurait pu me plaire puisque ça parle de réalité virtuelle. Je trouve ça hyper intéressant de lire un roman de littérature générale qui parle de ça, donc qui soit pas forcément de la science-fiction. Mais j'ai trouvé ça pareil, pas intéressant, cliché au possible, avec chef d'entreprise un peu fou, mégalomane, qui se prend pour Dieu, et un pauvre gars qui préfère sa vie dans la réalité virtuelle que dans la vraie vie. Oui, bon, d'accord. J'ai même pas compris l'intérêt du bouquin, enfin si c'était cynique et que ça se moquait de ça, ou si c'était... Enfin, je sais pas, j'ai pas compris le message. J'ai trouvé ça pédant, donc voilà, grosse déception de 2024. Et en première place, donc vraiment le roman que je dois bien avouer, je ne l'ai même pas lu en entier dans le sens où j'ai fini par passer beaucoup de chapitres pour arriver à la fin et essayer de comprendre ce qui se passait et surtout que ça avance, c'est Astérès. Ça vraiment... Ça l'a pas fait, vraiment ma pire lecture 2024. Je fais jamais ça, donc pour que j'ai eu envie de passer des chapitres complets pour arriver à la fin, c'est que vraiment j'en pouvais plus. Et c'était long. Mais qu'est-ce que c'était long. L'intrigue n'avançait pas. J'étais quand même à plus de 150 pages, je crois, sur un bouquin qui en fait 350 ou 400. Et pour moi, ça n'avait pas avancé d'un poil. Je voyais pas du tout où l'auteur voulait en venir. Et surtout, pareil, encore une fois, c'était pédant. Il pouvait pas faire une référence à un truc sans en faire des caisses et des lignes, que ce soit sur de la philosophie, de la musique, de l'art. Ça va, on a compris qu'il était cultivé. C'était chiant. Voilà, moi personnellement, je me suis ennuyée. Comme pour le roman précédent, après, c'est pas que c'est mal écrit. Hein. Loin de là, on sent qu'il y a la culture, on sent que c'est très bien écrit, qu'il y a une recherche, etc. Mais moi, ce côté très pédant, c'est le meilleur terme que j'ai pour en parler. Moi, ça me saoule très rapidement. Et même si je peux aimer les choses un peu contemplatives, faut quand même que ça bouge un petit peu. Et là, vraiment, ça bougeait pas, quoi. Donc désolée, mais vraiment, ce livre, pas du tout fait pour moi. Même si je suis sûre, encore une fois, que certains aimeront et trouveront chaussures à leurs pieds avec ces bouquins. Fin du flop 5. Passons maintenant à mes lectures préférées. Après tout, hein, c'est finalement... pas plus intéressant, mais mieux d'en parler pour moi que de me souvenir de ces expériences pénibles de lecture. Alors, on commence avec, en 10e position, Plein ciel de Siècle Vaillant. Une de mes premières lectures 2024 et un de mes premiers coups de cœur 2024 du coup. Un roman absolument enchanteur, un univers très original, inspiré de l'opéra, une intrigue pleine de rebondissements, une romance
Bon voilà, les personnages géniaux, Ivoire vraiment hyper original, enfin c'était beau, original, enchanteur. J'ai vraiment retrouvé le plaisir de lecture que j'ai pu avoir en lisant La Passe Miroir par exemple. Pour dire. Enfin voilà, je pense que ceux qui aiment La Passe Miroir, vraiment plein ciel, allez-y, c'est juste génial, vraiment, il y a rien d'autre à dire. Ensuite, en 9e position, Leçon de chimie. On part en littérature étrangère avec ce bouquin que j'ai adoré, qui m'a fait rire, qui m'a ému. On va suivre une femme dans les années 60, donc dans une société et une époque particulièrement patriarcale. Et on a Elisabeth qui ne comprend pas et n'a pas vraiment envie finalement de s'adapter à la société qu'elle ne comprend pas. Et qui ne comprend pas pourquoi les femmes ne pourraient pas faire certaines choses. Après tout, c'est une scientifique de talent. Et elle va se retrouver finalement à gérer une émission de cuisine. Je vais pas en dire plus, mais enfin voilà, c'est très drôle. Et vraiment, j'adore ces personnages un peu décalés, qui rentrent pas du tout dans le moule. Mais elle a ce truc en plus d'en avoir un peu rien à foutre, ce qui est assez libérateur finalement. Et j'adore cette ambiance un peu, années 60, émission de cuisine un peu petite banlieue américaine, etc. Et il y a aussi beaucoup d'émotions, enfin voilà, il y a un côté Found Family qui est très touchant. Enfin vraiment, c'était une excellente lecture qui m'a fait passer par toutes les émotions possibles. 8e position, j'étais perdue dans mon classement. En 8e position, Gideon la 9e de Tamsin Muir. Autrice néo-zélandaise quand même, ça fait du bien aussi de sortir, alors peut-être pas la littérature anglophone, mais en tout cas anglo-saxonne et ou américaine. Comment décrire? On est entre de la science-fiction et de la fantasy, c'est un peu barré, c'est de la fantasy avec de la magie nécromancienne, donc autour des morts et des os. On se retrouve donc avec deux personnages qui vont aller dans une sorte d'épreuve, mais tout à fait mortelle, hein. Autant le dire, il y a beaucoup de morts, beaucoup de sang, beaucoup de combats, et en même temps c'est très drôle, vraiment très drôle, très émouvant, la fin atroce, et en même temps il y a une intrigue vraiment hyper intéressante, c'est assez sombre, et j'adore ce mélange de personnages un peu décalés, un peu vulgaire, mais très attachant, enfin voilà, et cet univers quand même mine de rien, science-fiction, faut quand même pas l'oublier, donc c'est un super mélange. Voilà, donc pour qui aime la baston, le sang, l'humour, et en même temps une intrigue hyper complexe, politique, et des rebondissements à tout va, franchement, let's go, tout simplement. Ensuite, on passe à, bon j'ai plus les numéros, 7, Ring Shout de P. Djeli Clark. Court roman paru chez La Talente, mais quelle merveille, une écriture, waouh, incroyable, vraiment. On est dans les années 20 aux États-Unis à Macon, période suprématiste blanche, donc c'est l'époque du Ku Klux Klan en fait, et sauf que dans ce roman-là, on a les clanistes d'un côté qui sont donc des humains sorciers qui aimeraient dominer les autres, et notamment les Afro-Américains évidemment, mais pas que. Et on a les Ku Klux qui sont en fait des monstres à l'apparence humaine, mais qui, sous leur forme monstre, en fait, ont le crâne pointu, comme le Ku Klux Klan, voilà. Et on va suivre une jeune femme donc afro-américaine, Maryse, qui a une épée magique enchantée, très badass, qui va donc se battre contre ces monstres. Pareil, il y a de la bagarre, il y a un côté très horrifique, un peu à la Lovecraft, que moi j'ai adoré, avec des scènes bien flippantes, mais plus angoissantes que gore. Les personnages sont excellents, et j'adore la thématique évidemment, de parler du racisme et du suprématisme blanc. Enfin, à l'heure actuelle, ça reste malheureusement encore très d'actualité, donc voilà. Mais c'est badass à souhait, c'est émouvant, c'est original, et surtout le travail d'écriture, vraiment, enfin juste pour ça, c'était une petite merveille, je l'ai dévoré en une soirée je crois. Très belle découverte de ce roman. Ensuite, on passe au numéro 5, Porcelaine sous les ruines d'Ada Vivalda chez Olympe. Alors ce qu'on va appeler maintenant de la romantasy, mais finalement c'est juste une magnifique histoire d'amour, certes, une magnifique histoire aux côtés d'Alba, donc qui est une génie qui a été exilée sur Terre après avoir accordé beaucoup trop de vœux aux humains, et qui donc est là depuis des siècles sur cette terre, puisqu'elle a toujours sa longévité de génie. Et elle est sur une petite île qui va être l'équivalent de l'Irlande actuelle, puisqu'en fait on est dans un monde futuriste, c'est ça qui est assez fou, futuriste et complètement abandonné. En gros, la plupart des humains ont fui la Terre qui n'était plus viable pour aller vers d'autres planètes, et elle est restée pour essayer d'aider et de sauver les derniers humains qui ont voulu rester ou qui n'ont pas pu partir au choix. Donc il y a un côté encore très famille qui est très touchant, enfin c'est beaucoup d'émotions. Et sauf qu'elle a une terre très fertile, ce qui donne très envie à l'autre île, donc qui est le Pays de Galles, et qui va envoyer Lethan, un jeune conseiller plein de mystères, et qui va devoir essayer de trouver un compromis pour leurs deux pays, enfin leurs deux îles, puisque s'ils ne font rien malheureusement avec la montée des eaux, etc., ils risquent de disparaître. La relation entre les deux est géniale, entre des joutes verbales qui m'ont fait exploser de rire, et vers la fin, mais j'étais en larmes pendant 5 bonnes minutes, parce que voilà, enfin c'était beau, et surtout l'écriture de l'autrice, poétique, très belle, vraiment, enfin c'est un enchantement à lire.
Le livre en lui-même aussi est très beau d'ailleurs. Mais j'ai adoré cette ambiance très... oui, c'est un peu post-apo d'une certaine manière, mais plus enchanteur féerique. Donc c'est une terre abandonnée, un peu en ruine justement. Et on a cette génie qui a perdu ses pouvoirs, mais... Enfin voilà, c'est féerique, c'est beau, je sais pas comment dire, c'était juste génial. Voilà. Ensuite, on passe au numéro... Non, c'était le 6 ça, on passe au numéro 5. Ma liste est à l'envers. Bref, La balade funèbre de Art et Merci de Megan Bannon. Je m'y attendais pas du tout à aimer autant. J'étais là genre oui bon ça va être encore de la romantasy et pas du tout. On est dans un univers assez génial, pareil assez jouissif, une sorte de western zombie si on peut dire, puisqu'on est dans une sorte de petite ville. Enfin j'imagine vraiment les rouleaux là rouler dans la ville avec des rangers qui doivent protéger la ville de sortes de zombies. C'est pas le terme utilisé mais c'est un peu l'idée générale. On a Merci qui est une croque-mort et qui donc doit s'occuper des corps récupérés notamment par les rangers. Et on a Art, un ranger. Les deux ne peuvent pas se voir ni s'entendre, mais ils sont un peu obligés de travailler ensemble puisque c'est l'une des rares maisons funéraires on va dire de la ville. Pas la seule justement, c'est tout le centre de l'intrigue mais voilà. Et on va tellement s'attacher, enfin j'ai adoré ce Grumpy Sunshine absolument incroyable entre les deux, leur relation est très très touchante. Pareil, j'ai pleuré 10 bonnes minutes à la fin parce que j'ai vraiment cru quelque chose, bref, mais voilà. Les personnages secondaires sont ultra attachants, vraiment. Enfin, tous les personnages en fait sont bien construits, ont un rôle et leur relation est vraiment très intéressante. Et l'univers est assez original. Enfin, j'ai vraiment aimé ce côté, un peu ranger dans une petite ville frontalière comme ça. Il y a un peu des dieux disparus. Enfin, c'est mystérieux et c'était juste pareil, juste génial. Je crois que je pourrais résumer chaque bouquin de mon top 10 comme ça, mais vraiment c'était plein d'émotions surtout. On continue avec Les voleurs d'innocence, donc on arrive sur la fin, les vraiment mes lectures préférées. En quatrième, du coup, Les voleurs d'innocence de Sarah Walker, littérature générale gothique, en tout cas hommage au gothique et une écriture addictive au possible. On va suivre des sœurs qui sont maudites dans une maison qui ressemble à un gâteau de mariage. Donc on est aux États-Unis. Et cette malédiction, on va faire en sorte que les sœurs vont mourir. Finalement on sait ce qui se passe, mais la manière dont c'est raconté est absolument génial et on a envie de comprendre finalement quand même les choix de chacun et la dynamique familiale entre chaque sœur est hyper intéressante avec les parents aussi. Puis cette maison très étrange qui les enferme plus qu'autre chose. Et cette malédiction, enfin tout est vraiment génial et c'est surtout l'écriture, impossible de lâcher le bouquin. C'est du début à la fin une petite merveille et l'ambiance quoi. Enfin vraiment, moi j'adore. C'est vraiment la littérature gothique comme on aime, même si c'est du coup un roman contemporain, enfin écrit de manière contemporaine, mais l'ambiance c'est clairement gothique et c'est une véritable réussite. En troisième, Babel de R.F. Kuang. Pareil, que dire, c'est riche, c'est intelligent, le système magique est tellement original, l'argentogravure vraiment c'est une merveille de réflexion. Les personnages hyper complexe, j'ai adoré. L'autrice ne prend pas trop de pincettes, pareil au niveau des émotions, j'étais un peu traumatisée à plusieurs moments, mais j'adore. Puis évidemment ça parle colonialisme, racisme, misogynie, et ça n'y va vraiment pas avec le dos de la cuillère. L'autrice est clairement engagée et j'adore, et en même temps c'est hyper intéressant aussi sur la question de la traduction des langues. C'est vraiment un sujet qui me reste en tête, même si je l'ai fini depuis plusieurs semaines maintenant. J'ai tout adoré, vraiment, et puis une autrice asiatique, chinoise même, disons-le, un héros justement avec des origines chinoises, ça ne pouvait que me plaire, moi qui ai des origines de ce côté-là, et c'est pas finalement ce qu'on voit le plus encore aujourd'hui. Voilà, c'est juste intelligent, magnifique, prenant, l'intrigue reste quand même hyper intéressante et les réflexions sont absolument géniales. En deuxième position, un livre en VO qui n'est malheureusement pas sorti en France, A Story Spun in Scarlet de René Dugan. Et pareil, un des livres où j'ai le plus pleuré, vraiment j'ai fini en larmes pendant 15 bonnes minutes à la fin, au moins, et j'étais traumatisée tout l'après-midi où je errais dans les rues en me demandant quelle allait devenir ma vie après ça. Mais vraiment génial. C'est l'histoire d'une jeune femme qui a l'air d'avoir oublié certaines choses, bref, et qui essaie de survivre dans un monde en fait où ce sont les histoires qu'on raconte qui font la magie. Voilà, donc c'est un monde tissé d'histoires, et elle va faire la rencontre d'un autre homme. Ils vont se retrouver pris dans une vaste intrigue où ils vont devoir fuir, donc voilà, il y a du combat, il y a de la magie, il y a de l'aventure. C'est assez cool, mais l'univers et le système magique sont vraiment originaux, et c'est surtout le twist, le retournement de situation qui est assez génial vraiment, et vraiment plein d'émotions. La romance entre les deux est juste... parfaite, enfin vraiment j'étais en larmes comme je l'ai dit, enfin j'ai rarement autant pleuré sur un livre. C'est dur d'en parler parce qu'au final comme il n'est pas sorti en France, et je sais pas s'il sortira un jour en France, mais
S'il y en a qui aiment lire en VO, vraiment je le conseille. C'était ouais, encore une fois original, émouvant et un retournement de situation complètement inattendu. Une vraie merveille fantasy à laquelle je ne m'attendais pas du tout. Et on termine avec mon roman préféré de 2024 qui est Vita Nostra de Sergueï et Marina Diatchenko aux éditions La Talente. Pareil, comment expliquer ce bouquin indescriptible mais tellement génial. Pareil, c'est riche, c'est intelligent, c'est entre le roman initiatique, le fantastique, la science-fiction, la fantasy, clairement Dark Academia, là, mais de la vraie Dark Academia, c'est pas juste parce qu'il y a une université et 2-3 trucs sombres, c'est vraiment une université de grands malades où les gens deviennent fous. Et encore une fois, il y a tout un travail sur le texte. La magie est beaucoup basée sur le texte, mais pas que, c'est basé sur la théorie de l'information, de l'hypertexte, enfin, c'est hyper complexe. Je suis même pas sûre d'avoir tout compris. C'est génial, il y a quelque chose de très... c'est des auteurs des pays de l'Est, il y a quelque chose de très kafkaïen parfois, avec un côté métamorphose. Voilà, c'est une ambiance très sombre. Il y a du roman initiatique, puisqu'on va suivre une jeune fille qui va intégrer cette étrange université, entre guillemets, institut, et qui va passer les années, devenir de plus en plus... folle, d'une certaine manière, pas que, mais d'une certaine manière. Enfin voilà, c'est juste génial, vraiment, j'ai rarement lu un bouquin aussi prenant, aussi incroyable, et c'est un roman qui m'a fait le même effet que Matrix la première fois que je l'ai vu, où vraiment j'ai reposé le livre et je me suis demandé, mais est-ce que le monde dans lequel je vis est réel? Est-ce que c'est vraiment le vrai monde? Est-ce que... Enfin, ça m'a complètement retourné le cerveau, et j'ai bloqué pendant quelques jours sur ce bouquin en regardant le monde autour de moi en me disant, mais peut-être que ce bouquin a soulevé quelque chose. Voilà, j'en dirai pas plus, mais... c'était une claque vraiment monumentale d'inventivité, d'originalité, et puis bon bah de tout. Enfin, c'est Vita Nostra, je conseille. Alors c'est une belle brique qui n'est pas parue en poche, il est que en grand format, mais ça vaut clairement le détour quand on aime ce genre de roman. Je termine avec 3 petites mentions spéciales, donc qui font pas partie du top 10, mais que j'ai vraiment aimé, mais qu'il fallait bien choisir au bout d'un moment, mais que je voulais quand même en parler. Donc mention spéciale pour la Cozy Fantasy, le petit guide de Miss Percy. Donc qui est trop mignon vraiment, enfin là je viens de lire le tome 2 et j'ai adoré, et j'ai hâte de lire le tome 3 du coup. Cozy Fantasy toute mignonne avec une héroïne quadragénaire, une vieille fille qui s'est occupée de ses parents, puis des enfants de sa sœur, enfin qui n'a jamais vraiment pu vivre une aventure et qui va se retrouver à vivre une aventure en retrouvant, enfin en héritant même, d'un œuf de dragon, dans un monde où évidemment les dragons ne sont pas censés exister, puisque nous sommes en Angleterre, somme toute très banales. Voilà, donc c'est mignon tout plein, c'est vraiment cosy, l'écriture est très originale, je m'attendais pas à ce que ça soit aussi soutenu, il y a un côté très vieille école, un peu suranné mais que j'adore, c'est très drôle aussi évidemment, très touchant, enfin bon bref, c'était une petite merveille de cosy fantasy qui parfois est un peu facile mais là c'est vraiment original. Mention spéciale pour Piranèse aussi du Susanna Clarke, pareil un bouquin qui m'a mis une claque parce que quel univers, quelle plume, waouh, enfin un univers cryptique, labyrinthique, on comprend pas grand chose au début, mais on est pris mine de rien dans cette intrigue pleine de mystères et on découvre de plus en plus ce qu'il se passe. Vraiment j'ai adoré. Autant son premier Jonathan Strange et le Docteur Norrell ou l'inverse, je ne sais plus, bref, j'avais mis du temps, c'était bien mais j'avais mis du temps, là c'est très court, on est tout de suite pris dedans, c'est ouais, vraiment assez génial. Et on termine évidemment par une valse pour les grotesques de Guillaume Chamanadjian aux Forges de Vulcain. Pareil, un one-shot de fantasy un peu uchronie, et quelle merveille, quelle plume. On est sur un truc un peu de cap et d'épée, c'est plein d'aventures, de combats, de rebondissements, et en même temps une vraie réflexion sur les arts, la fiction, sur les relations humaines aussi évidemment. Mais c'est un livre pareil, grande richesse, grande intelligence, et de la fantaisie française quand même, cocorico. C'est quand même cool de temps en temps. D'ailleurs j'en lis de plus en plus et c'est très chouette. Donc vraiment une étoile montante de la fantaisie, j'avais adoré Le Sang de la Cité, mais là je trouve que ce roman confirme le talent de l'auteur pour créer des univers assez incroyables, des intrigues d'une richesse folle, et en posant surtout des questions vraiment pertinentes et vraiment profondes. Je pense que c'est ce qui me plaît, un peu comme Babel, un peu comme Vita Nostra, etc. Il n'y a pas juste une intrigue, il y a des véritables réflexions sur plein d'autres sujets très profonds et qui touchent à des choses assez larges. Donc voilà, mes 3 mentions spéciales sur 2024, sûrement que j'en oublie, mais bon, c'est pas grave, il faut bien faire un choix au bout d'un moment. Merci de m'avoir écouté. Dis-moi en commentaire tes coups de cœur littéraires de 2024 ou tes déceptions monumentales de 2024, ça marche aussi. Et j'ai très hâte de te retrouver dans une prochaine vidéo. Ciao ciao!